Bienvenue à tous à votre émission de santé sur Business 24 Africa, votre émission de santé que vous suivez tous les vendredis. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet qui touche la jeunesse ivoirienne, particulièrement le milieu scolaire ivoirien. Il s'agit de la drogue. Et nous avons le docteur Sanogo Ismaël, qui est psychiatre au Centre régional de formation à la lutte contre la drogue de Grand Bassam. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui des méfaits de la drogue en milieu scolaire. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Santé. Aujourd'hui, nous parlons des méfaits de la drogue en milieu scolaire. Et je reçois sur ce plateau le docteur Sanogo Ismaël. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour la semaine dernière. Nous vous recevions ici avec le docteur Annie Kameni. Et on croit les retours. Ça fait beaucoup de bien à tous nos téléspectateurs. Merci. Aujourd'hui, nous parlons des méfaits de la drogue en milieu scolaire. Oui. Docteur, c'est quoi la drogue? Généralement, on définit la drogue comme étant une substance qui peut être naturelle, synthétique ou semi-synthétique, qui est introduite dans le corps, va modifier soit le comportement, soit les sensations ou les facultés mentales. Est-ce qu'on peut classifier les différents types de drogue? Oui, on peut classifier les différents types de drogue. Principalement, on utilise beaucoup plus deux classifications. La classification selon la loi, où on rencontre les drogues qui sont légales et les drogues qui sont illégales. Et à la classification selon les effets. Là, on a des drogues qu'on appelle des stimulants, qui, eux, vont accélérer le fonctionnement du cerveau, les drogues qu'on appelle des dépresseurs qui vont ralentir le fonctionnement du cerveau, et des drogues qu'on appelle des hallucinogènes, eux, vont perturber le fonctionnement du cerveau. Mais généralement, depuis quelque temps, on utilise une autre classification qui vient s'ajouter à cette dernière classification-là, une classe de drogues qu'on appelle des antidouleurs. Cette classification est une classification américaine. Voilà. Et qu'est-ce qui peut pousser? Quelles sont les raisons qui poussent les enfants, les élèves à s'adonner à la drogue? Généralement, les raisons qui poussent les élèves, les jeunes à s'adonner à la drogue, généralement, c'est l'utilisation de la drogue est une expression de mal-être. Ou d'un mal vivre. Et la plupart du temps, la drogue est utilisée comme un élément de plaisir. Et donc, quand il est utilisé comme un élément de plaisir, les motivations sont multiples. La plupart du temps, les jeunes utilisent généralement, ils disent qu'ils utilisent la drogue pour exprimer un désarroi, un malaise. Donc, on a la volonté de fuir la réalité, on a la volonté de ne pas se confronter à un problème, on a la volonté aussi de ne pas se conformer à un modèle social. La plupart du temps, on peut demander aux enfants, on leur dit par exemple de ne pas boire de la bière ou de ne pas boire les boissons alcoolisées. Et généralement, dans leur milieu, ils se disent, si tu ne bois pas des boissons alcoolisées, on peut te considérer comme une mauviette. Donc, généralement, cette hantise-là fait que les jeunes se laissent aller dans la drogue. L'effet de groupe. L'effet de groupe. Ils sont influencés, donc ils se laissent entrer dans la drogue. Or, nous savons que chacun de nous, à quelque niveau que nous nous trouvons, nous traversons des périodes difficiles. Nous sommes enclins à avoir des angoisses, des peurs, des déprimes. Mais cela ne doit pas nous emmener à nous mettre dans un état. C'est normal. Ce sont des réactions normales de société. Mais il ne faut pas subordonner
tous ces états-là, qui sont des états situationnels, il ne faut pas les subordonner à la consommation de drogue. Sinon, les problèmes ne finiront pas. On va continuer de consommer la drogue. On aura donc une concomitance entre ces deux éléments qui va nous conduire vers une dépendance, c'est-à-dire qu'on risque de devenir accro parce que les problèmes vont perdurer. Voilà. Docteur, quand vous évoquiez les raisons, vous avez parlé du mal-être, vous avez parlé de l'influence du groupe, mais il y a des situations où des enfants ne vivent pas forcément une situation de famille calamiteuse. Ils sont bien entourés, bien encadrés, mais qui s'adonnent quand même à la drogue. Comment on explique ça? Avec notre petite expérience, ce que nous rencontrons, la plupart du temps, les jeunes consomment la drogue par influence. La première fois qu'ils consomment, généralement, c'est une consommation qui s'est fait de groupes. Avant d'être une consommation solitaire. Donc, il y a l'influence des amis. Mais l'influence des amis pour cacher quoi? Pour cacher un mal-être, la plupart du temps. Et donc, on a une notion qui est très importante, c'est la carence familiale. Généralement, on croit que aimer son enfant, c'est lui donner tout. C'est mettre tout à lui concéder, mettre tout à sa portée. Mais ce n'est pas ça, l'éducation d'un enfant. Et quelquefois, remettre tout à l'enfant crée aussi des situations comme si on ne lui remettait pas. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est de savoir doser les deux parts. Mais l'élément le plus fondamental qui pousse les enfants à consommer, c'est dans un but récréatif parce que la drogue leur procure du plaisir. Et deuxième élément, il y a l'influence du groupe. La curiosité aussi, l'influence du groupe, la curiosité, le désir de savoir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a une flambée de la consommation de ces substances-là qu'on dit psychoactives. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la curiosité, comme vous venez de le dire. Les enfants sont amenés à découvrir par le fait de l'Internet. Donc aujourd'hui, chacun de nous a un portable, chacun de nous a une porte ouverte à toutes les informations. On a une globalisation des informations. Donc les enfants vont chercher des informations qu'ils essaient d'expérimenter. Donc on passe aussi à un élément qui est l'expérimentation. Ce qui fait que généralement, quand nous faisons des campagnes de sensibilisation, nous faisons très attention à ne pas citer pêle-mêle tous les éléments qui entrent dans la constitution de la drogue, parce que l'adolescence est un âge où il y a beaucoup d'expérimentation et les jeunes sont des expérimentateurs. Très bien. Et donc, on ne demandera pas ici quels sont les différents constituants, quelles sont les drogues qui se trouvent dans tel... pour ne pas les pousser. Pour ne pas les pousser à chercher, à découvrir, parce que c'est ce qu'on rencontre depuis un moment. Ok. Alors, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes avec le docteur Sanogo Ismaël. Il est psychiatre au Centre régional de formation à la lutte contre la drogue de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Et nous parlons avec lui aujourd'hui des méfaits de la drogue en milieu scolaire. Docteur, je voudrais savoir maintenant, quelles sont généralement la moyenne d'âge qui s'adonne à la drogue en milieu scolaire? Généralement, en milieu scolaire, la drogue intéresse beaucoup plus une frange de la population. C'est la frange, c'est les adolescents. Les adolescents, généralement, selon l'OMS, on définit l'adolescence comme étant des jeunes qui se trouvent entre 10 et 19 ans. Mais généralement, il y a des scientifiques qui disent qu'on peut aller jusqu'à 25 ans. Voilà. Docteur, on sait, aujourd'hui nous parlons, comme je l'ai dit, des méfaits de la drogue en milieu scolaire. On sait que l'école est le lieu par excellence du savoir, de l'apprentissage, tout ça. Comment expliquer l'accessibilité ou bien l'introduction de ces stupéfiants-là en milieu scolaire? C'est un lieu où normalement il ne devrait pas avoir la circulation de la drogue, et pourtant, comment on explique ça? On explique cela parce que on avait tantôt dit un peu plus haut que c'est la frange d'âge qui est concernée, c'est les adolescents. Les adolescents, c'est un âge où ils sont enclins à beaucoup de modifications. Des modifications qui sont corporelles, des modifications où elles sont biologiques, morphologiques et même au niveau comportemental et physiologique. Ce qui fait que, par exemple, la plupart du temps, des jeunes quand ils commencent à être adolescents, il y a une modification corporelle. Ils veulent savoir, ils se posent beaucoup de questions. Il y a une modification aussi qui se fait au niveau, et ça c'est le plus important, cette modification qui se fait au niveau physiologique. Au niveau physiologique, on a un élément qui est important. La toxicomanie et les jeunes, on sait que la toxicomanie va intervenir au niveau des circuits du cerveau, parce qu'il y a un tropisme au niveau du cerveau. Il va intervenir au niveau des circuits du cerveau en
en ayant une influence sur certains éléments, comme les éléments qui concernent la récompense, qui concernent le contrôle du comportement, qui concernent le développement de l'émotion et qui concernent effectivement tout cet ensemble, surtout le phénomène de récompense. Et quand ces enfants-là sont dans cette situation, ils sont dans une emprise. Et il faut dire aussi que ces différents circuits du cerveau-là atteignent leur maturité à l'âge de 25 ans. À côté de cela, un élément qui est majeur, ces enfants-là n'ont pas la capacité de faire le distinguo entre le jugement et la raison. Ils sont tous dans le même système de plaisir parce que on regarde un phénomène de récompense. Tout ce qu'ils touchent, ils recherchent du plaisir. Mais ils n'ont pas la capacité de savoir que ce qu'ils font est mauvais parce qu'ils n'ont pas le jugement et la raison. C'est ce qui fait qu'ils sont poussés. Deuxième élément qui est très important, c'est que du fait de leur immaturité, ils sont trompés par des adultes qui leur font croire que chaque fois qu'ils ont un problème, chaque fois qu'ils ont une angoisse, ils peuvent trouver solution dans la consommation de drogue. Et une fois qu'ils entrent, il est difficile de s'en sortir. Voilà. Docteur, vous qui côtoyez très souvent ces enfants, parce que arrivés à un point extrême, leurs parents certainement vous les envoient. Généralement, de votre expérience, quels sont les types de drogues qu'ils utilisent et sous quelle forme? En comprimé, en liquide, c'est quoi exactement? Généralement, c'était des drogues fumées qu'on rencontrait, mais de plus en plus, avec la nouvelle donne qu'on a dans le pays, c'est des drogues qui sont liquides. Ils font beaucoup plus de mixtures qu'ils utilisent. Je ne vais pas les citer, mais la plupart du temps, ils utilisent ça sous forme de drogue liquide. Ils prennent un liquide et ils mettent beaucoup de choses. Ils font un cocktail qui peut être molotov, entre guillemets, mais c'est un cocktail qu'ils font et généralement, il est détonnant parce que quand ils prennent, ils se mettent dans un état qui est second et qui est difficile à rattraper. Voilà. Ça c'est dramatique. Oui. Docteur, je voudrais savoir maintenant, un élève, bon, on dira que cette question-là, la réponse, on la connaît, mais je la pose quand même. Est-ce qu'un enfant qui se met à la consommation de la drogue ratera forcément sa vie? Ici, il faut savoir qu'en médecine, par exemple, la consommation de la drogue, elle intervient à deux niveaux au niveau de l'individu, au niveau du corps et au niveau du cerveau. L'enfant consomme la drogue pour le plaisir et généralement pour soulager un problème psychologique. Donc, progressivement, on va avoir une destruction qui va être plus ou moins lente de son corps et on va aboutir à une dépendance. C'est-à-dire tout son organisme va être lié, va être inféodé à cette consommation de drogue-là. Et il y a un autre phénomène. Quelle que soit la nature de la drogue, il y a un tropisme au niveau du cerveau. Ce tropisme au niveau du cerveau ou cet attachement au niveau du cerveau est dû à quoi? C'est dû à ce que ces drogues vont altérer quelque chose au niveau du cerveau. Quoi? C'est le circuit de récompense. Ce circuit de récompense-là, généralement, est source de plaisir. C'est-à-dire que le cerveau va continuer à être perturbé, et ce circuit de récompense là va se rétrécir et va donc conduire à ce qu'on appelle ici l'accoutumance. Mais, et ça, le cerveau qui va continuer d'utiliser ces drogues là va utiliser ces drogues comme un élément constitutif de son mécanisme. Et ce qui fait que l'enfant il sera difficile pour l'enfant de se soustraire à la drogue parce que la drogue va finir par être un élément dont le cerveau aura besoin pour pouvoir fonctionner. C'est à ce moment-là qu'intervient la dépendance psychologique. On a parlé tantôt de la dépendance physique. La dépendance associée à la dépendance psychologique, vraiment, l'enfant va commencer à ne plus se sentir bien. Et c'est d'où l'importance de la prise en charge. Donc, l'enfant qui consomme la drogue, effectivement, se marginalise. Et donc, il faut une prise en charge immédiate, sinon les risques sont incalculables. Pour qu'il y ait prise en charge, docteur, il faudrait certainement que les parents soient avisés. On va parler maintenant du volet parents. Comment
Comment un parent peut savoir que son enfant s'adonne à la drogue? Généralement, ce qu'on rencontre, c'est que il faut faire des campagnes de sensibilisation. Il faut parler aux parents d'élèves, il faut parler aux enseignants. Il faut leur dire, il faut leur expliquer quel est le mécanisme, le mode d'action. Il faut leur expliquer aussi quels sont les éléments sur lesquels ils peuvent s'appesantir pour comprendre que leur enfant est dans une attitude de déviance. Ces éléments-là sont quoi? Généralement, on a des brèves colères qui sont injustifiées. L'enfant s'énerve pour si peu. Quelquefois, on a la solitude, la tendance à se retirer. Quelquefois, il déprime. Vous le voyez, il a l'air de ne pas être bien. Quelquefois, il a une expression de dégoût de la vie. À un certain degré, on peut avoir une opposition à toute chose. Il n'aime pas les remarques. Il y a une fuite de toutes les discussions se rapportant à son comportement. Dès que vous l'appelez, vous avez constaté un impair dans sa manière de faire, vous voulez avoir une discussion avec lui, il fuit la discussion. Généralement, il a une hostilité, comme vous venez de le dire, à une hostilité à tout ce qui concerne des reproches à son égard. Il y a un élément qui est très important. Il y a le désintérêt pour les activités scolaires, le désintérêt pour les activités sportives. C'est un enfant qui ne s'intéresse plus aux études, qui ne s'intéresse plus aux jeux, qui est beaucoup plus renfermé, qui a toute son idée dans le solitaire, qui est renfermé sur le solitaire, sur la solitude et puis sur tout ce qui fait de lui quelqu'un qui est en retrait. Il y a les échecs répétitifs ou répétés en ce qui concerne la scolarité, les échecs au niveau des éléments sentimentaux et puis les échecs aussi sur tout ce qui va concerner ses relations amicales. Et généralement, ces enfants-là, ils seront très boulimiques. Quelquefois, vous les trouvez, ils passent le temps à manger. Ou quelquefois, ils ne mangent pas, ils sont dans un état amaigri. C'est l'extrême, quoi. C'est l'extrême. Les deux Mais, extrêmes. quel que soit alpha, il ne faut pas, devant un signe qui, par exemple, il y a une hostilité à tout ce qu'on lui dit, ou une fuite des discussions, dire que votre enfant consomme la drogue. Non, il faut remettre cela dans un contexte. Mais tout ceci, quand vous voyez qu'un enfant qui fuit des discussions, vous voyez un enfant qui se désintéresse aux activités scolaires, ce sont des éléments qui doivent nous faire comprendre que l'enfant est en difficulté et il faut prêter attention. Parce que la plupart du temps, ce qu'on rencontre en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, les parents n'ont plus le temps de s'occuper des enfants. Monsieur travaille, maman travaille, ils reviennent le soir, chacun s'assoit devant la télévision avec son ordinateur. Quelquefois, les enfants sont assis, ils sont assis même à table. Chacun a un téléphone. Il n'y a pas de communication. Généralement, quand il n'y a pas de communication, l'enfant est livré à beaucoup de choses. Il a des questions parce qu'il est adolescent. Il y a beaucoup de choses. Il a des questions. Il a besoin de découvrir beaucoup de choses. Il a besoin de réponses. Mais personne ne lui donne les réponses. Il va chercher les réponses ailleurs. Soit au niveau de tout ce qui est Internet ou soit au niveau des amis. Et généralement, si c'est un ami qui lui donne une réponse qu'il accepte comme une bonne réponse, souffrez qu'il aille toujours avec cet ami-là parce que cet ami-là lui apporte du bien et apporte du réconfort. Et c'est longtemps après que les parents se rendent compte qu'il y a un problème et ils veulent rattraper, mais c'est difficile parce que l'enfant a déjà pris du temps pour se constituer un pool d'amis. Il est difficile pour lui de se sortir de ce pool d'amis. Voilà. Très bien. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes avec le docteur Sanogo Ismaël et avec lui, nous parlons aujourd'hui des méfaits de la drogue en milieu scolaire. Docteur, vous avez énuméré ici des signes qui permettront aux parents de vérifier ou bien de constater que leur enfant se drogue ou pas. Est-ce que le parent qui s'inquiète pour son enfant peut aller fouiller dans ses affaires? Est-ce que ça, on peut le faire? Moi, pour ma part, je pense que quand on est dans une maison et qu'on a des enfants, il ne faut pas c'est-à-dire la confiance ne doit pas prévaloir à tout niveau. Il faut quand même à un certain moment chercher à contrôler, chercher à vérifier, fouiller les affaires des enfants, fouiller pour essayer de voir si... D'abord, il faut suivre les activités scolaires. Ensuite, essayer de quand les enfants ne sont pas dans la chambre, essayer de rentrer dans la chambre, fouiller les affaires pour voir. Quelquefois, on a des enfants qui rentrent à la maison avec des objets qu'ils ont pris avec des amis.
il faut avoir le courage de dire à l'enfant de retourner ses affaires à son ami. Ne pas laisser, parce que quand on est permissif à un certain moment, quand on est confronté à ces situations, il est difficile de rattraper parce que l'enfant a adopté ces situations-là. Donc, il est vrai, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut vérifier, il faut fouiller, il faut chercher pour être sûr que l'enfant est dans un bon canevas. Voilà. Et il y a une phrase qu'on entend très souvent, ma vie privée. Est-ce qu'un enfant qui est sous notre responsabilité doit avoir une vie privée? Moi, je pense que pour ne pas être à l'école ancienne que nous avons eue, je pense que il n'y a pas de vie privée quand l'enfant est encore chez ses parents. Si tant est-il qu'il veut une vie privée, qu'il finisse ses études et qu'il ait un chez lui, il aura sa vie privée. Tant qu'il est sous le joug familial, il faut que les parents jouent leur rôle. Et jouer le rôle des parents, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que l'éducation, ce n'est pas... Il y a l'éducation qu'on reçoit, l'éducation quand on parle dans son entité, dans sa globalité. Il y a l'éducation qu'on reçoit à l'école, l'éducation qu'on reçoit des parents et l'éducation que les jeunes reçoivent aussi de leurs amis. Donc, la plupart du temps, les parents ne passent pas beaucoup de temps avec les enfants. Donc l'enfant est sous l'emprise de l'éducation qu'il reçoit à l'école et l'éducation qu'il reçoit avec ses amis. Et donc il faut faire un effort pour pouvoir rattraper cela. Sinon, à un moment donné, tout fout le camp, on n'a pas le temps de rattraper et cela conduit à des conséquences qui sont néfastes. Et donc il faut oublier, un cher parent, quand votre fils vous dit ou bien votre fille vous dit c'est ma vie privée, tant qu'on est sous le toit des parents, on n'a pas de vie privée. Et donc on peut fouiller, on peut se permettre de fouiller les affaires de ses enfants. Oui. Voilà, ça éviterait beaucoup de choses. Docteur, on va aborder maintenant la dernière question, j'espère, de cette émission. On va parler maintenant des effets et des dangers de la drogue. Généralement, quand on parle des effets et des dangers de la drogue, on parle dans un premier temps du pouvoir de nuisance de ces drogues-là. Et en deuxième point, de parler des risques qui peuvent encourir. Au niveau du pouvoir nuisible de ces substances-là, le pouvoir de nuisance de ces substances-là, on a dans un premier temps, on a 3 domaines. On a le pouvoir intoxicant. Là, on a le pouvoir aussi qui est agressogène et on a un pouvoir ici qui est additif. Additif, c'est l'addiction. C'est le fait de consommer une substance va nous conduire à être dépendant. Le pouvoir agressogène, on le rencontre beaucoup plus au niveau d'un type de drogue qu'on appelle des stimulants. Généralement, ces stimulants-là vont permettre, quand les jeunes les prennent, il y a une levée d'inhibition. C'est-à-dire qu'ils ne font plus la part des choses en ce qui devait être et ce qui ne devait pas être. Ce qui est bien, ce qui n'est pas. Donc, il y a une levée des inhibitions. Donc, il y a un passage à l'acte, on peut aller à une violence. Et le troisième élément qui est le pouvoir intoxicant. Une fois que la drogue entre dans le corps, il y a une intoxication, alors peut s'en suivre, par exemple, des maladies telles qu'on peut avoir le cancer, on peut avoir le cancer si c'est une drogue qui est fumée, on peut avoir, par exemple, une cirrhose si c'est de l'alcool, parce qu'à long terme, on risque de mettre en mal le foie. Et après le potentiel de nuisance de ces drogues-là, on a des risques. Généralement, les risques, on peut avoir des risques du point de vue somatique, c'est-à-dire au niveau du corps. On peut avoir des risques au niveau psychologique. On peut avoir des risques au niveau materno-fœtal, c'est-à-dire qu'au niveau de la constitution, chez une femme qui est enceinte, qui consomme la drogue. Et puis, le dernier, c'est le risque social. Généralement, le risque qu'on rencontre au tout début, c'est le risque au niveau somatique. Les organes vont être lésés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on consomme la drogue, ça va avoir une incidence sur tous les organes au niveau du corps. Le poumon, on avait dit tantôt un cancer, le foie, on peut avoir un cancer, on peut avoir une malformation et tout ça. Mais il y a un autre, au niveau psychologique, la plupart du temps, ça peut être des causes qui peuvent être temporaires. L'enfant peut être enclin à faire une crise d'angoisse, peut faire une dépression, peut avoir des troubles du comportement, même des troubles de la personnalité. Maintenant, sur du long terme, il va développer véritablement des pathologies psychiatriques. On peut avoir une dépression majeure, on peut avoir une pathologie qui est grave, qui est la paranoïa, on peut avoir une autre pathologie qui est la schizophrénie, qu'on appelle, entre guillemets, la vraie folie. Et au niveau des risques materno-fœtals, le risque materno-fœtal, ici, concerne quoi?
Une fois que la femme enceinte, tout ce qu'elle ingère comme substance passe nécessairement au niveau, passe la barrière placentaire et touche le fœtus ou le fœtus ou l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Prenons l'exemple. Une femme qui prend un verre de vin. Dès qu'elle boit le verre de vin, tout ce qu'elle ingère est repris aussi par l'enfant. Il y a une image caricaturale qu'on a. Quand on prend une femme qui est en train de fumer et on met aussi le fœtus aussi, on met une cigarette au niveau du fœtus pour dire que tout ce que la femme consomme, le fœtus consomme. Les conséquences sont incalculables. On peut avoir des morts in utero, c'est-à-dire des morts au sein de l'utérus. On peut avoir des morts du nourrisson, c'est-à-dire quand il va naître, il peut mourir. On peut avoir des malformations chez l'enfant. On peut avoir ce qu'on appelle des aliénations mentales. Et ça, on rencontre beaucoup plus ces temps-ci, peut-être par découverte récente, mais c'était des découvertes anciennes, mais de plus en plus, comme c'est documenté, on voit des jeunes qui sont nés normaux, qui vont à l'école, et puis brusquement, on se rend compte que le développement psychomoteur est arrêté, surtout le développement psychique est arrêté. L'enfant est, par exemple, au CM2 à un âge de 10 ans, mais il joue avec les enfants de CP2. Ça peut avoir ses sources dans la consommation antérieure de substances. C'est-à-dire l'enfant a un âge physique de 10 ans, mais il a un âge mental de quelqu'un qui a 6 ans. Très tout cela est dû au fait que l'alcool va détruire, va avoir une incidence sur les différents noyaux du cerveau. Et puis au niveau, il y a le risque social où on peut avoir, par exemple, quand c'est ponctuel, on peut avoir des accidents, on peut avoir des violences. Quand c'est durable, par exemple, on peut avoir des éléments qui peuvent conduire, c'est-à-dire des échecs scolaires qui sont répétés, des échecs conjugaux. On est presque à la fin de l'émission, docteur. Oui. On ne pourra pas aborder toutes les questions de ce sujet. On essaiera la prochaine fois, si le temps nous le permet, de revenir sur comment rattraper des enfants qui se sont égarés dans la drogue, la prise en charge. Est-ce que c'est possible de les ramener sur le droit chemin, la désintoxication? Est-ce que c'est possible? On en parlera avec le docteur Sanogo Ismaël, qui est psychiatre au Centre régional de la formation à la lutte contre la drogue de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. J'ai été heureuse de vous servir cette émission. Toute mon équipe, avec à sa tête notre réalisateur Aimé Bodjié, vous remercie de nous suivre. Nous avons eu à la caméra Richard Akeke, nous avons eu Maru Seri et notre chef Lignon. Merci et on revient la semaine prochaine avec la même joie et un sujet tout aussi intéressant. Merci de nous suivre aussi sur notre compte YouTube. Vous pouvez revoir les programmes et sur la page Facebook de Business 24 Africa. À la semaine prochaine. Merci. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.